Bonjour à toutes et à tous. Vous pensez certainement qu'un compositeur, quand il écrit une musique, décide de tous les paramètres, des hauteurs, des rythmes et des instruments qu'il faut utiliser pour jouer. Mais dès le milieu du XXe siècle, ça n'est pas toujours le cas. Bienvenue dans la musique aléatoire. Si on regarde l'évolution de la musique depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, on se rend compte que la notation musicale devient de plus en plus précise. Les hauteurs sont fixées assez tôt et puis dès le XIIe siècle, on peut fixer également les rythmes. Si on regarde un manuscrit d'une messe célèbre de la Renaissance, on peut s'apercevoir que ces hauteurs et ces durées sont fixées, mais il y a peu d'informations par rapport au solfège moderne, à savoir que de nombreux aspects sont encore transmis oralement ou sont supervisés par le compositeur lui-même. Donc par exemple le tempo, les nuances, les intentions d'interprétation. Avec la période baroque apparaissent les premières indications de nuances, à savoir forte ou piano, et les premières indications de tempo, c'est-à-dire la vitesse de la pulsation. Donc on va trouver des mots comme adagio, presto, allegro. Bien plus tard, au XIXe siècle, on va même avoir un outil qui permet de fixer très précisément la vitesse, à savoir le métronome, avec des indications comme 108 à la noire ou 120 à la croche. À la toute fin de ce XIXe siècle, on va arriver à une notation extrêmement précise qui note même les intentions du compositeur à l'adresse des interprètes. C'est le cas par exemple dans une partition de Mahler, une symphonie de Mahler, vous avez énormément de mots en allemand ou en italien qui stipulent la façon dont il faut interpréter cette œuvre. Si on regarde un exemple de partition de l'avant-garde dans la première moitié du XXe siècle, on voit qu'il y a énormément d'indications, comme par exemple ici dans une des 6 bagatelles pour quatuor à cordes de Webern, où vous avez évidemment des indications de nuances, de tempo, de mode de jeu aussi, comment tenir l'archet, etc. En parallèle de cette tendance à la surécriture, on va trouver certains compositeurs qui vont introduire de l'indétermination dans leur musique. L'indétermination ou l'aléatoire, c'est un terme qui est appliqué à une musique dont la composition et ou l'exécution ne sont pas intégralement déterminée par le compositeur. Cette notion d'indétermination est fondamentalement en opposition à la tradition de la musique savante européenne. Il faut toutefois la distinguer de l'improvisation, puisque dans l'improvisation, évidemment, on a une part d'aléatoire, mais il y a ceci de particulier dans l'improvisation, que ce soit au clavier classique ou dans le jazz, que l'interprète et le compositeur sont la même personne. Dans la musique aléatoire, on a donc soit le rôle du compositeur qui est non déterminé, soit celui de l'interprète. On va avoir évidemment toute une série de combinaisons possibles, mais on dégage généralement 3 types d'approches pour cette façon de faire. Le premier type est l'emploi de procédures aléatoires ou hasardeuse dans la génération d'une composition qui sera notée au final d'une façon tout à fait traditionnelle. Le deuxième type d'approche consiste en une composition indéterminée quant à son exécution, ce qui veut dire que l'interprète choisit parmi des options formelles qui sont fixées par avance par le compositeur. Et puis on a un troisième et dernier type qui est une composition indéterminée quant à elle-même. Ça veut dire que le compositeur propose un canevas qui est plus ou moins flou et qui peut être interprété de multiples façons par l'exécutant. On parle ici souvent de partition graphique. Le premier type d'approche, qui utilise donc des procédés aléatoires dans la composition, voit le jour essentiellement aux États-Unis. Sur le vieux continent, en Europe, on est essentiellement encore marqué par le dodécaphonisme de la seconde école de Vienne et par le sérialisme intégral, à savoir qu'on détermine de façon presque mathématique tous les paramètres musicaux. Aux États-Unis, on a une pensée un tout petit peu différente, on n'est pas dans cette tradition et on a cette figure emblématique qui est celle de John Cage. Un des combats qui va marquer quasiment toute la carrière de John Cage, c'est son long combat contre l'organisation traditionnelle des hauteurs, ce qui donne la tonalité ou l'harmonie. On trouve déjà ce principe dans un texte qu'il a lu à Seattle en 1940 qui s'appelle The Future of Music Credo, où il exprime très clairement que ses préoccupations sont centrées sur des durées plutôt que sur les hauteurs. Et ces durées-là sont le principe d'organisation qui fonde sa musique.
Cage va donc mettre en place, bien souvent dans ses compositions, des schémas de durée abstraits qu'il appelle empty containers, à savoir des conteneurs vides, qu'il va remplir par la suite grâce à des événements de hauteur ou différentes harmonies. On voit cette démarche à l'œuvre chez Cage dans une pièce qui vient assez tôt dans sa production, en 1939, et qui s'appelle Imaginary Landscape numéro 1. Cage va utiliser des sortes de schémas abstraits qui font 15 mesures, divisés eux-mêmes en 3 x 5 mesures. Il a donc 4 conteneurs vides, empty, qu'il va remplir d'événements. Et donc on a cette structure presque abstraite qui est due à des choix de hasard. L'aspect essentiel de l'esthétique de John Cage est dans l'air du temps aux États-Unis dans ces années-là. Il s'agit surtout de rechercher une authenticité au travers des actions ou des comportements qui peuvent sembler irrationnels. En ce sens, il est fortement marqué par une philosophie, en l'occurrence le bouddhisme zen, qui est popularisé aux États-Unis par une grande personnalité qui s'appelle Daisetsu Suzuki et qui a enseigné assez longuement à l'université de Columbia. Sur les mêmes bancs que Cage, on va trouver dans les mêmes années un écrivain américain très célèbre qui s'appelle Jack Kerouac, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé plus tard la Beat Generation. Ici, l'idée, c'est aussi de redéfinir le rôle, le pouvoir et la responsabilité du créateur, qu'il soit écrivain, compositeur ou artiste visuel. Cette idée de composer de façon non intentionnelle se manifeste dans de très nombreuses pièces des années 1950 et sont marquées par un livre qui a beaucoup marqué Cage, qu'il a beaucoup utilisé. Ce livre lui est offert par Christian Wolff, un compositeur et ami, dont le père éditeur venait de sortir une traduction du fameux Book of Change, qu'on appelle I Ching en chinois, et qui est une sorte de manuel de divination avec toute une série de rapports numériques. En réalité, c'est toutes les combinaisons qu'on peut faire avec 3 pièces de monnaie qui sont jetées 6 fois. Cage va utiliser ce fameux I Ching dans plusieurs pièces et notamment les Music of Change. On peut avoir parfois l'impression que cette musique aléatoire est faite selon aucun critère en réalité, où elle est tout à fait légère ou artificielle, mais c'est plutôt tout le contraire qui se passe. C'est une approche extrêmement longue et sérieuse qui demande beaucoup de préparation et souvent beaucoup de calcul. On peut voir à titre d'exemple le cas d'un recueil fameux de Cage qui s'appelle Sonata et Interlude, qui date des années 1946 à 48. Dans ce recueil de pièces, Cage va utiliser une série de proportions aléatoires qui vont déterminer des fameux empty containers ou des conteneurs vides à tous les niveaux d'organisation de la pièce. Un groupe de proportions va donc être utilisé pour faire un découpage de la pièce, un découpage de la longueur à différentes échelles, donc un découpage très général, et puis chacune de ces parties va elle-même être découpée en plus petites sections. Cette esthétique de la divisibilité, ou en tout cas de l'application de différentes proportions à différents niveaux de division, se lit facilement dans une citation de Cage. La structure en musique est sa divisibilité en parties successives, des phrases jusqu'aux longues sections. La forme est le contenu, la continuité. La méthode est le moyen de contrôler la continuité de note à note. Le matériau de la musique est le son et le silence, leur intégration est la composition. Il y a donc chez Cage un intérêt certain pour l'isomorphisme, à savoir qu'il y a une équivalence des rapports dans tous les niveaux, un niveau supérieur jusqu'au niveau des toutes petites notes à l'intérieur des mesures. Ça fait penser un tout petit peu au célèbre fractal de Benoît Mandelbrot, où si vous zoomez à chacun des niveaux d'organisation du dessin final, vous allez retrouver exactement le même motif qui se répète à l'infini. On a donc ici une macrostructure qui obéit à des rapports rationnels qui viennent de livres de hasard ou d'autres endroits, et puis une microstructure qui reproduit le même rapport à l'intérieur d'unités plus petites. Si on regarde un tout petit peu dans le détail la première sonate de ce recueil, les rapports proportionnels qui vont découper l'organisation formelle sont 1, 1 quart, 3 quarts, 1, 1 quart, 3 quarts, 1, 1 demi, 1, 1 demi. Ces fractions viennent de séries de fractions hasardeuses évidemment, mais seront appliquées au découpage du tout, appliquées à
toute la durée de la pièce, et ce premier découpage au niveau macroscopique va donc donner la forme générale de l'œuvre. Ensuite, dans chacune de ces parties qui a été préalablement découpée, on va avoir un découpage en plus petits rectangles de temps, mais qui réutilise exactement les mêmes proportions, et c'est donc dans ces rectangles plus petits que vont s'articuler les différentes sections rythmiques. Évidemment, ces rapports ne s'entendent pas forcément. Ce qu'on entend surtout ici, c'est le timbre. Et puis, une des choses qui caractérise Cage dans ces années-là, c'est son fameux piano préparé, à savoir le fait qu'on va glisser des vis, des bouts de carton, des bouts de papier à l'intérieur des cordes du piano pour en modifier la sonorité. Je vous propose d'écouter juste le début de cette première sonate. Évidemment, les sonates suivantes utilisent d'autres rapports pour leur découpage formel, et donc la deuxième va s'occuper de la proportion 1, 1 demi, 1, 1 demi, 2, 3 huitièmes et 2, 3 huitièmes. Cage peut utiliser d'autres phénomènes aléatoires pour piloter sa composition. Un des exemples célèbres qui date de 1962, c'est le Atlas Eclipticalis, qui est donc une partition dessinée, découpée d'après la carte des constellations du ciel. Et donc Cage va produire, créer 86 parties instrumentales en projetant sur une carte du ciel une immense feuille de papier musique, et puis il va utiliser aussi son fameux livre d'oracle, le I Ching, pour décider quelle clé on va mettre sur quelle portée, et puis comment les différentes parties projetées sont assignées à tel instrument de l'orchestre. Toutes ces démarches visent évidemment à explorer de nouveaux univers sonores, et puis essentiellement à libérer l'acte de composer, à libérer le compositeur. Toutes ces réflexions-là sont communes à ce qu'on appelle la New York School, donc l'école new-yorkaise, qui voit se rencontrer à la fois des peintres et des musiciens. Donc on va trouver parmi les musiciens évidemment John Cage, mais aussi Morton Feldman, Earl Brown, Christian Wolff, et puis pour les peintres, on va avoir Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Philip Guston, Jackson Pollock ou encore Alexander Calder. Cette notion de libération de l'interprète se voit très très bien chez Christian Wolff, qui est opposé à cette espèce de monarchie du chef d'orchestre ou du compositeur. Wolff a cette expression de parliamentary participation, donc ça veut dire en gros une participation parlementaire au fait de faire de la musique. Ça se voit très très bien dans une de ces pièces qui s'appelle Duo for pianiste numéro 2, où la notation est laissée volontairement incomplète. Il y a énormément de choses qui manquent, et donc les deux pianistes doivent discuter ensemble, argumenter, avant d'exécuter la pièce, évidemment, pour fixer les détails qui manquent à la notation, donc à savoir les durées, les registres, les différents rythmes. Deuxième type d'aléatoire en musique, c'est celui qui touche l'interprétation. On utilise souvent l'étiquette d'œuvre ouverte qui a été popularisée par Umberto Eco en 1962. Derrière cette notion d'œuvre ouverte, il y a l'idée que l'œuvre est fixée, mais son exécution n'est pas totalement déterminée. Ce qui veut dire que l'interprète choisit la séquence d'événements finale qu'il va restituer au public parmi les options proposées, codifiées dans la partition par le compositeur. Si on prend la 5e symphonie de Beethoven, on a 4 mouvements qui sont fixés, dont l'ordre est déterminé, premier, deuxième, troisième, quatrième. Il y a une gradation là derrière, une logique propre à Beethoven, mais qui dépend aussi de facteurs historiques de l'évolution de la musique. Au contraire, dans les œuvres ouvertes, on peut intervertir ces mouvements ou différentes sections. Alors on a des cas assez tôt déjà dans l'histoire de la musique, dans les années 30, 1935 précisément, avec Henry Cowell dans son Mosaic Quartet, qui est disposé sur plusieurs feuilles, et puis en réalité le quatuor, les musiciens du quatuor peuvent choisir eux-mêmes l'ordre d'interprétation de ces mouvements.
Pareil avec une composition de Earl Brown, un ami de John Cage, qui s'appelle 25 Pages, donc à savoir 25 pages, qui date de 1953. Et donc les interprètes sont face à ces fameuses 25 pages et puis ils peuvent les brasser et les jouer dans n'importe quel ordre. Cet aspect-là de l'aléatoire va beaucoup marquer les Européens et notamment l'école de Darmstadt avec essentiellement Pierre Boulez et Karl-Heinz Stockhausen. Et donc on va avoir des pièces qui présentent cette espèce de liberté pour l'interprète qui était jusque-là souvent réduit au simple rôle d'exécutant, puisque dans le sérréalisme intégral, il y a très très peu de place à la liberté d'interprétation, tout est extrêmement noté. Et c'est donc ici le moyen d'intégrer un tout petit peu de liberté pour l'interprète. On a par exemple de Stockhausen une pièce qui s'appelle Cyclus pour percussion solo, qui date de 1959, et qui présente une partition reliée en anneaux, et donc on peut commencer à n'importe quel endroit de l'ouvrage, et puis quand on a fait le tour des feuilles, on s'arrête, d'où le nom aussi Cyclus. Pareil chez Pierre Boulez, on va trouver sa troisième sonate qui permet un certain choix dans l'ordre des mouvements, mais aussi dans l'ordre des différentes sections de ces mouvements. Alors évidemment, on choisit l'ordre, mais à part ça, évidemment, chaque section est jouée telle qu'elle a été fixée par le compositeur. Il y a une pièce qui va un tout petit peu plus loin dans cette complexité, dans cette subtilité. C'est une pièce de Stockhausen, encore une fois, le Klavierstück 11, qui date de 1956. Ici, vous avez toute une série de fragments sur la partition, et puis dans la préface, le compositeur indique à l'interprète qu'il doit commencer là où ses yeux se posent pour la première fois. L'interprète va donc aller d'une petite île de partition à une autre, et ici, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que la façon de jouer un segment est indiqué à la fin du segment précédent. Ce qui veut dire ici que le segment numéro 10, par exemple, sera joué de façon différente au niveau du tempo, de la nuance, de l'utilisation de la pédale ou pas avec le piano, selon que vous arriviez du numéro 5 ou du numéro 14. Comment fait Stockhausen pour avoir cet aléatoire qui s'introduit ici? Il indique simplement le mode de jeu, le tempo et les nuances à la fin du segment plutôt qu'au début. Et donc évidemment la musique va changer dans chaque segment en fonction du chemin que vous allez parcourir. Troisième type d'aléatoire, c'est quand on a de l'indétermination à la fois dans la composition et dans l'interprétation. Ici, on a donc une sorte de partition qui est un simple canevas ou une simple indication du compositeur à destination de l'interprète. C'est bien souvent une série d'instructions évocatrices, comme par exemple chez Lamonte-Young, qui est proche du mouvement Fluxus. On voit ici dans une série de pièces qui s'appelle Composition 1960, ici vous voyez la numéro 7, simplement une phrase un peu énigmatique qui invite l'interprète à jouer cette musique. À côté des injonctions à jouer, on trouve toutes les partitions qu'on va appeler partitions graphiques. Un des exemples les plus anciens est December 1952 de Earl Brown. Vous voyez ici la partition, c'est simplement une série de rectangles qui peuvent laisser imaginer des hauteurs, des durées, des timbres, différents mouvements musicaux, mais c'est vraiment l'interprète qui est en charge de restituer une musique en étant inspiré par ce rectangle. Donc évidemment, il y a autant d'interprétations de cette pièce, de versions de cette pièce que d'exécutions disponibles. Autre exemple de partition graphique chez Morton Feldman, ici Projection, qui date des années 50 à 53. On trouve aussi en Europe des compositeurs qui utilisent ces techniques, notamment Silvano Bussotti. Cage va aussi utiliser à un moment donné de sa carrière ce type de notation. Vous voyez ici par exemple en 1958 sa pièce Fontana Mix, qui peut paraître évidemment énigmatique, mais qui sert d'inspiration à l'interprète qui devient de facto un improvisateur. On débouche sur des partitions qui sont conceptuelles, voire quasiment abstraites. Un des spécialistes de ce genre de notation, c'est Cornelius Cardou. Vous voyez ici quelques exemples de partitions. La limite va devenir extrêmement floue entre un tableau, une œuvre graphique, et puis une partition
traditionnelle musicale. On a toute une série d'artistes qui jouent évidemment sur cette distance extrêmement floue. Un des principaux est peut-être Anestis Logothetis. Vous voyez ici toute une série de partitions qui sont bien souvent apparentées à des tableaux. Exemple extrême de ces partitions graphiques, c'est les 4 symphonies de Wadada Leo Smith qui sont en réalité à la fois des tableaux exposés et des musiques rendues quasiment par l'improvisation. Vous avez donc ici un tableau en 4 parties avec les 4 saisons et puis toute une série d'indications dans la préface sur comment restituer ces musiques. Les procédés aléatoires ont été très à la mode dans les années 1950 et 1960 dans l'avant-garde essentiellement américaine, mais ont aussi touché les compositeurs européens. Après cette grande vague d'aléatoires, au final, cette technique est devenue un des outils parmi d'autres que peuvent utiliser des compositeurs. Donc on va avoir des musiciens qui vont utiliser une écriture plus traditionnelle, mais sporadiquement, ponctuellement, vont recourir à des procédés aléatoires. Si vous voulez soutenir la chaîne et être tenu au courant des vidéos, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.